Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on fera le point justement avec notre expert Frédéric Gomez sur les folles progressions du secteur depuis le début de l'année, et l'entretien est quant à lui consacré à Cyril Tupin, directeur général d'Abionyx. Le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour mon point d'actu, et ça fait quand même super classe de le dire, live from New York, et oui, Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors vous faites des infidélités au plateau journal biotech, mais vous me permettez de réaliser un rêve de gosse en disant ça. Bon, trêve de plaisanterie, je vais vous citer deux chiffres, petite devinette, tiens, pour commencer ce point d'actu. Plus 210%, plus 173%. Des chiffres assez dingues. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Quelques noms français peut-être. Onxeo, Erytech, il y a des belles perfs. Exactement. Ouais. Pour les investisseurs avertis, c'est la progression d'Onxeo et Erytech depuis quand? Depuis le début de l'année. Alors on voulait faire avec vous justement le point sur ces progressions fulgurantes, parler aussi sans doute de progressions un petit peu moins fortes mais quand même assez notables de Medincell et d'Inventiva. On va peut-être, tout seigneur, tout honneur, commencer par Onxeo, dont le parcours est absolument dingue depuis le début de l'année, Frédéric. Alors il est dingue. Alors après, il faut mettre les choses en perspective, puisqu'on sait que les 2 dernières années avaient été très compliquées. Donc on était sur des baisses au-delà de 50%. Donc les sociétés, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont pas mal souffert. Après, le jeu pour les investisseurs, c'est d'essayer de savoir sur une base de valorisation fondamentale quelles sont celles qui se trouvent en dessous de leur valo fondamentale suite à cette correction sans doute un peu excessive pour pas mal de titres. Et donc, oui, il y a forcément des rebonds qui sont énormes et qui ont poussé la valeur de certains titres sur des seuils qu'on n'espérait plus il y a encore 3-4 mois. Et donc, il y a une espèce de rattrapage. Alors, on va le voir, mais Onxeo Erytech, il n'y a pas eu de choses vraiment fondamentales qui peuvent vraiment justifier d'un rebond aussi fort. Je pense qu'Erytech est un parfait exemple, parce que la société a clairement dit qu'ils étaient en recherche de partenariats, parce qu'ils ont plus de pipeline. Donc, ils ont deux choses à monétiser. Quelque part, ils ont leur cash, puisqu'ils ont encore une position cash, et puis leur listing à la fois aux US et en Europe. Et on sait qu'ils sont en train de mener des discussions avec différentes sociétés, donc ils cherchent une solution. Alors ça peut être une société cotée en bourse, comme une société qui est privée et qui voudrait avoir un listing via une fusion avec Erytech. Donc d'un point de vue technique, c'est plutôt bon pour eux que le cours ait si fortement bondi en termes de parité pour éviter trop de dilution si l'EPE se fait pour les actionnaires existants. Mais c'est vrai qu'Erytech, il y a un fort rebond, mais sans vraiment news. Alors après, il y a les investisseurs qui parient sur le fait que ça fait 6 mois qu'ils sont dans un processus, que ce processus, il va bien finir par déboucher sur quelque chose, et qu'ils se disent que peut-être qu'on est proche d'un dénouement. Sur Onxeo, là encore, ils ont encore un peu plus, ils ont un peu d'argent quand même, ils ont grosso modo 20 millions, mais Onxeo, c'est une autre histoire, parce qu'il y a des études cliniques qui sont en cours, il n'y a pas eu de matériel qui peut justifier qu'il y a une telle augmentation, parce que ce qui pourrait la justifier, c'est un résultat clinique sur l'efficacité. Là, il y a des études en cours, les patients sont traités, donc le bon côté, c'est que on sait qu'en termes de safety, a priori, c'est clean, parce que les études n'ont pas été mises en pause, où il n'y a pas eu de problème majeur de signaux comme des décès. Donc, au moins, le produit, il est safe. Maintenant, il faudra voir s'il est efficace. Et ça, on n'a pas de données récentes. Donc, il faudra espérer que ça va bien se passer. Bon, des hausses, quand on lit entre les lignes, quand on vous écoute, un petit peu, beaucoup spéculatif pour ce début d'année. Peut-être c'est moins le cas pour Medincell et Inventiva, avec peut-être plus d'arguments à étayer cette fois-ci. Alors, sur Inventiva, il y a eu deux choses qui se sont un peu combinées. Premièrement, c'est que l'environnement s'est amélioré, c'est-à-dire que pendant longtemps, la NASH, pour les investisseurs, c'était devenu un dossier sur lequel, un sujet auquel il ne fallait plus toucher. Puis on a vu en fait quelques sociétés annoncer des bons résultats. Il y a eu la société américaine Madrigal qui a annoncé des résultats de phase 3 positifs. Donc ça, c'est un peu entraîné un regain d'intérêt de certains investisseurs qui se sont dit peut-être que la NASH finalement ça peut sortir, il faut qu'on se mette dessus. Et puis Inventiva a fait un communiqué de presse disant qu'ils avaient renégocié, rediscuté avec la FDA, donc ils ont amélioré en fait le design de la phase 3. Donc ces deux éléments combinés ont pu ramener certains investisseurs sur le titre en se disant finalement il y a un actif, il va peut-être sortir, et vu la valorisation, vu le cash qu'ils ont, c'est peut-être le bon moment pour rentrer dans Inventiva. Sur Medincell, on a eu un peu la même chose, puisque donc il y a un deal avec Teva sur un produit dans la schizophrénie qui est de la risperidone. Donc ça, on attend la MM prochainement. Mais ils ont annoncé au final
une initiation de phase 3 avec toujours dans la même indication à schizophrénie, mais sur un autre composé, qui est l'olanzapine. Donc là encore, c'est plutôt bien de voir qu'il y a une nouvelle phase 3 qui va débuter, parce que derrière, on peut se dire, si le produit est approuvé, il y aura aussi des royalties et autres. Donc là, il y avait cet élément un peu fort. Et puis, alors, il y a l'histoire du Covid avec l'ivermectine, mais là, c'est un peu plus compliqué. Donc, Medincell a aussi eu un news flow qui pouvait justifier que les investisseurs se positionnent à l'achat après la baisse encore qu'on a constatée l'année dernière. Donc, Medincell Inventiva, dans les deux cas, il y a eu des petits quelque chose qui ont pu rassurer les investisseurs et les ramener sur les titres. Bon, en tout cas, ne boudons pas notre plaisir. Hein, des valeurs biotech en hausse en ce début d'année, c'est quand même des signaux qu'on apprécie, quand bien même. Et on vous rejoint là-dessus. C'est un petit peu technique. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces explications. Vous nous revenez quand même sur le plateau pour la prochaine. Non, très rapidement, mais c'est vrai que c'est bon à prendre ces bonnes nouvelles parce que on a quand même vu D9 et l'isogène. Ouais. Ce sont des choses qu'on n'aimerait pas voir quand on en vient à être devant les tribunaux en liquidation judiciaire. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ces belles performances de certaines valeurs. Alors après, ça fait jamais qu'un mois et demi, donc enfin même pas un mois et demi. Donc on fera les comptes au 31 décembre de cette année. Mais il faut souhaiter que le momentum que l'on connaît va se poursuivre. On peut penser quand même que d'un point de vue technique, ça fait quand même 2 ans qu'on est vraiment dans le rouge. On peut penser que d'un point de vue technique, il y a quand même une majorité des valeurs françaises qui pourraient, en tout cas, un certain nombre de valeurs françaises qui pourraient prendre plus de 10% cette année. Revenir sur les valos qu'on a il y a quelques années, c'est encore un autre débat, parce qu'il faut quand même que les gens aient bien à l'esprit qu'il y a toujours cette problématique du cash et du financement. Puisque le maître mot, c'est d'avoir de l'argent. C'est pas levé ça en 2023. Hein. On est encore, vous faites bien de le dire, c'est encore un problème, enfin en tout cas un sujet qu'il va falloir traiter. Il va falloir se traiter ce sujet parce que cette industrie ne peut vivre que grâce à de l'argent pour mener des études cliniques. Et s'il n'y a pas cet argent, les sociétés sont en mauvaise posture. Donc il y a toujours cette chape de plomb du financement qui pèse sur pas mal de sociétés. Et il faut souhaiter que ça s'améliore. Alors, en parlant avec les investisseurs, il n'y a pas de révolution qui est attendue sur le premier semestre. Certains disent peut-être qu'après la rentrée en septembre, peut-être que le dernier trimestre, surtout si les politiques monétaires sont un peu plus lisibles et figées, peut-être qu'on pourrait revoir certains investisseurs revenir et permettre à nouveau la porte du financement de s'entrouvrir pour des valeurs, et pas uniquement des valeurs françaises, mais aussi aux US où c'est aussi compliqué. Même s'il y a l'argent, parce que l'argent est caché, les investisseurs sont en pause, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, un rayon de soleil, tout comme vous, dans le ciel de New York. Merci beaucoup, Frédéric Gomez, pour ces explications, et puis à très bientôt. Merci Laurent, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Cyril Tupin, directeur général d'Abionyx. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Alors, vous étiez venu, enfin pas tout à fait, c'était en novembre 2021, on s'était vu à l'époque en visio, on avait parlé du rachat d'Abionyx, du rachat d'Iris Pharma par Abionyx, plus précisément. Là, on se retrouve pour parler de l'actualité un petit peu plus récente d'Abionyx. C'est paru il n'y a pas longtemps. On le rappelle, votre produit phare, c'est le CER 001. Je vais essayer de le dire bien, mimétique, entièrement naturel, d'une particule dédiée au transport de lipides dans l'organisme, la HDL, ce qu'on appelle aussi le bon cholestérol. Et l'actualité récente pour Abionyx Pharma, ce sont ces données positives pour l'essai de clinique pilote de la phase 2A qui évalue justement votre produit comme traitement des patients sceptiques à haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Est-ce que, Cyril, pour commencer, tout simplement, on peut finalement revenir sur les objectifs de cette étude et votre première analyse des résultats? Bon, alors je vais revenir parce que, donc vous savez, depuis fin 2019, je suis directeur général de cette société, sur un biomédicament, vous venez de le rappeler, et un biomédicament qui a une particularité, c'est que c'est la 3e protéine la plus abondante dans le corps humain, qu'on appelle l'APO1. Et ce qu'on a voulu dès le départ, c'était repositionner ce produit-là, en repositionnant ce produit-là d'abord dans des maladies rares, dont on avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu, qui ont donné suite à la rachat d'Iris Pharma, qui est quand même le leader européen sous contrat avec un savoir-faire en ophtalmologie qui est exceptionnel. Et on a continué. Pourquoi? Parce qu'on est reparti, et c'est notre raison d'être, on est reparti vraiment des maladies rares, où du reste, on a offert historiquement le produit pendant 6 mois à tous les patients qui ont d'abord été traités en usage compassionnel. Et maintenant, on est parti sur des pathologies plus larges, avec cette approche qui était de dire, restaurons la fonctionnalité d'une protéine qui est très abondante dans le corps humain, à partir du moment où cette protéine baisse. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre du sepsis,
qu'il soit d'origine virale ou bactérienne, vous avez un effondrement de cette protéine. Et quand vous avez un effondrement de cette protéine, c'est ce qu'on a tous entendu dans le cadre du Covid, vous avez cet orage cytokinique, et c'est là qu'après vous avez beaucoup de difficultés et qui peuvent conduire jusqu'au décès. Donc ce qu'on a voulu faire, nous, c'était, dans une étude clinique, une preuve de concept, puisqu'en fait c'est une petite étude clinique, c'est 20 patients, essayer de répondre à plusieurs questions. La première, est-ce que l'innocuité, la sécurité de ce biomédicament était toujours aussi bonne, aussi exceptionnelle que ce qu'on a vu par le passé. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'effectivement, on l'a vu. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Pas de mauvaise surprise. Et on confirme qu'à partir du moment où on réinjecte un biomédicament, on réinjecte une protéine naturelle, je vais faire une comparaison, il y a un peu plus de 20 ans, c'est ce qui s'est passé avec les diabètes de type 1 et l'insuline. Donc nous, c'est un peu le même concept, sauf qu'on est parti dans des situations où en fait vous avez une baisse de cette protéine et il s'avère que le sepsis, c'est le cas. Ensuite, on voulait vérifier si le produit avait effectivement une efficacité, puisque nous, le principe de base, c'était de dire si on restaure une fonctionnalité, alors on devrait avoir des effets. Et enfin, c'est identifier la dose pour les études cliniques qui sont à venir et donc futures que nous aurons sur ce biomédicament CER001. Bon, la transition toute trouvée avec ma deuxième question. Je crois qu'il y avait 3 doses testées justement, 5, 10 et 20, 2 fois par jour. Est-ce qu'il y a une dose, est-ce qu'il y a un effet dose, est-ce qu'il y a une dose qui marche mieux que les autres? Alors, depuis 2020, aujourd'hui, on a déjà 4 publications disponibles de résultats cliniques. On n'a jamais eu de problème d'innocuité ou de tolérance. Ça, ce qu'on peut dire, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la dose telle qu'elle est aujourd'hui, on l'a identifiée dans l'étude clinique et qu'on n'a jamais eu encore de nouveau de problème que ce soit d'innocuité, de tolérance ou autre. Donc oui, il faudra attendre la publication pour que vous sachiez le bon numéro. Mais en tout cas, il y aura des précisions qui seront données. Il y aura des précisions qui sont données. Donc aujourd'hui, et il faudra... Vous m'aviez dit l'an dernier, on va continuer à suivre. Il faudra continuer à nous suivre. Pourquoi? Parce que il prend déjà rendez-vous pour le prochain numéro du JDT. Très bien. Pourquoi? Parce que on va avoir une publication. On a des données qui sont très intéressantes et on a un embargo avec le journal dans lequel les résultats seront acceptés. Là, du coup, vous allez peut-être me dire la même chose, mais il faut revenir un peu dans le détail. Vous l'avez dit, c'est une preuve de concept. Petite étude, 20 patients, 20 personnes. Donc, on voit que le traitement, vous l'avez dit, rétablit ce taux normal d'appoint. Est-ce que c'est corrélé à un effet biologique, médical réel? On parle, je crois, de réduction rapide et soutenue des niveaux d'endotoxines et une réduction conséquente de la cascade inflammatoire par rapport au traitement standard de référence seul. Est-ce que là, peut-être vous ne pouvez pas me le dire, il y a déjà quelque chose de statistiquement parlant à ce niveau-là? Alors, déjà, donc vous l'avez dit, c'est une étude qui est quand même assez limitée en nombre de patients. Les résultats qu'on a aujourd'hui sont significatifs et nous permettent d'annoncer déjà un petit peu tous ces top lines, si je veux faire un anglicisme. Et je vais reprendre un petit peu le principe de cette approche dans le choc septique. Aujourd'hui, vous avez 3 phénomènes principaux qui sont malheureusement souvent l'origine de la cause du décès pour nombre de patients. Et nous, on a appelé ça en interne les 3 R. C'est-à-dire qu'on est capable de réduire l'orage cytokinique de façon très rapide. On est capable aussi de retirer l'infection, en fait, l'endotoxine, ce qu'on appelle le LPS, de façon aussi très importante. Et enfin, on a aussi un effet pour restaurer ce qu'on appelle l'endothélial. Et l'endothélial, si on reprend une image, c'est nos vaisseaux. Et ils ont tous une paroi. Et ces parois, quand vous avez des problèmes de perméabilité, c'est là que vous avez des problèmes d'œdème, de plein de choses, où vous avez besoin d'oxygène au niveau des poumons. Et donc aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est qu'on a des effets très importants sur ces 3 paramètres. Oui, ils sont significatifs. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, puisque on a le droit de le dire, on va dire la publication scientifique nous l'autorise, on a déjà une tendance à la fois sur le nombre de jours en soins intensifs, qui diminue lorsqu'on compare bien évidemment aux standards de la thérapie actuelle, et aussi, on a une tendance au niveau de la mortalité entre la comparaison des groupes traités et la comparaison donc des groupes qui n'ont pas reçu CER001. Bon, très clair, on vous sent très, très optimiste sur ce produit, sur ces résultats. Je vais justement sauter une étape. On se doute qu'il va falloir maintenant faire une étude pour prouver tout ça avec la robustesse statistique nécessaire. J'ai envie de dire, c'est un peu les questions rituelles. À votre avis, quelle taille d'étude il faudrait mener? Pour quel coût? Et puis, pour quel coût? Avec potentiellement quel argent vous allez la financer ou quel partenaire vous allez trouver? Il y a des discussions. Voilà, 3 questions en une.
Alors, à vous de jouer. On va prendre les questions. La première chose que je tiens à rappeler, c'est que je suis l'un des premiers actionnaires de la société avec plus de 5%. Ouais. Donc quand on parle de dilution, ça me concerne directement. Ça, c'est la première chose. C'est important à rappeler, vous avez raison. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on vient d'avoir tout le package des résultats. L'objectif, en tant que dirigeant, c'est que ce produit-là arrive le plus rapidement possible sur le marché. Lorsqu'on a des effets comme nous avons aujourd'hui, on va les discuter avec les autorités pour pouvoir envisager le maximum, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une étude de phase 2B/3, est-ce qu'on peut optimiser le développement, notamment aux États-Unis, on appelle ça le fast track, il y a d'autres options similaires en Europe, donc on va y discuter. Aujourd'hui, la primauté des discussions est en cours avec les autorités et je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui parce que de toute façon, ça va prendre un certain nombre de mois pour designer en fait cette étude qu'on appelle pivotale qui va nous permettre de Même sur la taille, Cyril, à peu près quand même non, sur la taille, on parle de quelques centaines de patients. D'accord. Mais compte tenu des effets qu'on a aujourd'hui sur une toute petite étude comme on a eu sur 20 patients, on ne parlera sûrement pas de milliers de patients. D'accord. Voilà, de centaines, mais pas de milliers. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie étude. Et enfin, aujourd'hui, vu les données qu'on a, je pense qu'on a l'option d'avoir un partenaire pour faire un co-développement, pour faire une co-commercialisation. On peut très bien imaginer des choses par région géographique au niveau mondial. Donc tout ça, c'est des choses qui sont ouvertes. Une fois encore, la qualité des données et sous accord de confidentialité avec ces entreprises pharmaceutiques nous permettront d'échanger et nous permettront de voir si c'est le bon partenaire ou pas. En tout état de cause, on va travailler sur un partenariat et on a déjà commencé. Bon, voilà pour ce chapitre. Faut parler Ah non, question aussi, vous avez parlé des autorisations temporaires d'utilisation. Où est-ce qu'on en est en France sur ces autorisations temporaires ? On a continué à recevoir des demandes. La maladie orpheline historique, c'est ce qu'on appelle le L4. Donc, vous savez, c'est une déficience rénale pour laquelle on a constaté, et aujourd'hui on sait qu'on stabilise la fonction rénale de ces patients-là, qui n'ont donc pas besoin d'être mis en dialyse, et donc on évite mécaniquement la transplantation. Et pour mémoire, il y avait une patiente qui, elle, en a plus bénéficié au niveau ophtalmologique, puisqu'elle avait un dépôt cornéen, et après quelques semaines de traitement, à peu près 2 mois environ, elle a récupéré une vision claire et donc elle a pu relire et reprendre quelque part une activité normale, comme l'avait mentionné à l'époque le professeur Faguer. Donc aujourd'hui, cette étape-là, on la continue. On a reçu de nouvelles demandes qu'on a aujourd'hui acceptées pour la plupart d'entre elles, je dirais. Et je peux même vous dire aujourd'hui que nous avons d'autres on va dire maladie orpheline, mais je ne peux pas en parler encore. Et il va falloir on reviendra, mais en tout état de cause, il y aura sûrement quelque chose en plus de la carte. Donc on va continuer. On va continuer toute cette partie en maladie orpheline. Développement additionnel sur les autorisations temporaires d'utilisation. Et oui, là aussi, c'est génial parce que vous faites les transitions tout seul. L'autre grand axe stratégique de développement pour Abionyx, avec le rachat d'Iris Pharma, c'était justement l'ophtalmologie. Vous en avez moins parlé récemment. Où est-ce que vous en êtes sur les différentes étapes de développement dans ces indications ? Donc, l'an dernier, lorsqu'on s'était rencontrés, malheureusement avec le Covid, ça ne s'était pas passé en face à face. On venait d'annoncer l'acquisition d'Iris Pharma, qui est le leader européen donc, sous contrat. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an que les équipes, tout le monde a travaillé sur le projet, qu'on a identifié. On a fait un screening, si je puis utiliser un anglicisme, pour vraiment identifier là où notre produit est le plus pertinent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les maladies ophtalmologiques sont principalement issues de problèmes lipidiques. Or, nous, ce qu'on a, si on veut faire une image, c'est qu'on a un produit qui est un taxi, qui va chercher des lipides. Et donc, ce qu'on a voulu, c'était vraiment optimiser en fait, dans quelle pathologie et quels les développements on devrait faire. Ça a pris un certain nombre de mois. On a annoncé au marché qu'on reviendrait pour annoncer la stratégie. Là encore, vous allez me dire, on va bientôt revenir pour vous annoncer la stratégie au niveau de l'ophtalmologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous avez en gros 2, 3, 4, peut-être vous ne pouvez pas dire le nombre, indications que ça y est, vous avez identifié clairement sur les priorités à donner en fait, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a bien compris, si vous voulez, là où on avait la meilleure réponse, là où on pouvait optimiser notre développement en ophtalmologie, et donc on va bientôt pouvoir annoncer comment on va mener tout ça à bien. Bon, alors les gens qui nous regardent disent bientôt, bientôt, bientôt. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de... Finalement, quels sont les grands rendez-vous déjà que vous pouvez donner sur des fenêtres de temps, peut-être pas des dates précises, mais aux actionnaires, aux investisseurs ou aux gens qui sont intéressés par Abionyx ?
la première, ça va être principalement l'ophtalmologie, puisque aujourd'hui, après Racers, on va travailler activement pour pouvoir finaliser tout ceci. Ensuite, on va avoir la publication des résultats de Racers, qui va être importante. Pourquoi? Parce que les gens pourront voir les fameuses p-value et se rendre compte de la significativité des résultats. Et en parallèle de ça, on va continuer à discuter avec les autorités pour maximiser en fait l'étude de phase 2B/3 dont on aura besoin dans le cadre du sepsis. Et tout ça, c'est quoi? C'est premier semestre? C'est trop tôt encore pour donner une fenêtre un peu plus précise? Non, ça prend un peu plus de temps que le premier semestre, ça c'est certain. Par contre, au niveau du sepsis, là où on est très confiant, c'est que tout à l'heure, en introduction, je parlais du sepsis viral et aussi du sepsis bactérien. Il ne faut pas oublier qu'on a annoncé, on a des publications maintenant au niveau du Covid qui viennent aussi démontrer que dans cette approche du sepsis, qu'on soit du côté bactérien ou viral, on a des résultats très positifs. Donc ça veut dire qu'on est suffisamment en haut de la cascade pour pouvoir en fait espérer avoir des effets cliniques très importants dans les prochaines études dans le sepsis. Donc voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais comme souvent, il vaut mieux pas brûler les étapes. Il faut être très humble en biotech. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit qui est un biomédicament qui n'a aucun problème de sécurité et qui est très efficace, tout du moins dès qu'on a cette protéine qui s'effondre en quantité très importante. Bon, j'ai envie de dire, rendez-vous est pris. Vous venez nous commenter les prochaines nouvelles en 2023 ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Cyril Tupin, directeur général d'Abionyx, pour ces explications. Merci beaucoup. Le journal des biotech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.